Bonjour, bonsoir, chers amis. C'est notre premier cours et notre première séance de notre cours de gestion ou le cours de management. Pour l'instant, je vous dis management ou gestion, mais il y a des nuances que nous allons voir dans quelques instants. Et là, c'est un cours de management, mais c'est le management d'équipe, comment on fait pour gérer, pour diriger son équipe de travail. Et ça peut se faire à plusieurs niveaux. Le niveau stratégique, par exemple, le directeur général a un staff, au niveau administratif, par exemple, les directeurs, même au niveau opérationnel. Si on regarde les équipes de travail que nous avons au niveau opérationnel, là, quelqu'un qui est chef d'équipe, il doit savoir comment gérer son équipe. Donc, là, et je commence tout de suite par vous donner une définition du management. OK? Lorsqu'on parle du management, dans management, alors, c'est un anglicisme qui est vraiment très popularisé, même dans les pays francophones, parce que le management, lorsqu'on dit management, euh, on voit aussi en anglais, on dit management, on veut dire c'est la gestion, mais pour les francophones voient dans management ménager. La source vient de ménager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est quelqu'un qui a la capacité d'utiliser son art. C'est sa capacité à utiliser ses mains. Vous savez qu'une ménagère utilise ses mains. C'est pour cette raison qu'on dit que la gestion n'est pas seulement une science, mais c'est aussi un art. Il y a la science de la gestion parce qu'il y a des théories qui ont déjà fait leurs preuves. Ce sont des théories éprouvées. Donc là, mais il y a aussi l'art de faire du management. Et c'est l'une des rares disciplines qui est à la fois un art et une science. Et là, euh, euh, on peut apprendre vraiment des théories et on n'arrive pas. Et lorsqu'on arrive sur le terrain, on a de la difficulté à les appliquer. C'est pas ce qu'on souhaite, mais il y a des gens qui sont très opérationnels et qui ont des problèmes, eux autres, avec la théorie ou les théories que nous apprenons vraiment à l'école. Donc, le management, une définition classique que j'aime utiliser, c'est une action, ou bien c'est l'action, c'est l'art, c'est la manière de conduire une organisation. Remarquez bien, il y a un verbe, le verbe conduire, conduire une organisation et de la diriger, conduire, diriger, de planifier son développement et de la contrôler. C'est l'action, là, la manière de conduire une organisation et de la diriger, de planifier son développement et de la contrôler. Planifier son développement et de la contrôler. Vous allez voir qu'il y a au moins 4 verbes de base. C'est P, planification, O, organisation, D, direction, C, contrôle. Ce sont ces quatre verbes d'action. Ce sont des verbes d'action. C'est parce que pour faire du management, il faut faire de l'action. C'est pour cette raison qu'on parle des verbes d'action. Maintenant, je commence par vous parler aussi des causes d'échec dans la fonction du gestionnaire. Les causes. Il y a les causes. Il y a des causes qui font que le gestionnaire n'arrive pas vraiment à délivrer la marchandise. Il y a des causes qui font que le gestionnaire peut faire des échecs.
Et la première cause parmi ces causes-là, c'est l'orientation vers les tâches d'exécution. Ça veut dire c'est un manager qui veut faire toujours des opérations et ce manager-là néglige les autres habiletés interpersonnelles, comment faire la planification, comment avoir mettre en place des stratégies, etc. Mais la personne veut toujours faire des tâches d'exécution. Ce sont des tâches qui sont réservées aux opérateurs. Par exemple, un caissier, un directeur de succursale qui ne fait que des transactions. Il n'aura pas le temps de faire les autres choses qui sont attribuées à sa fonction. La deuxième cause, c'est l'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est lorsqu'on utilise, c'est pas l'autoritarisme, ça ne veut pas dire que nous sommes contre l'autorité, parce que ça prend l'autorité pour faire fonctionner les choses. L'autorité, c'est un droit, c'est le droit de commander dans une organisation. Mais l'autoritarisme, c'est lorsqu'on utilise son autorité de façon abusive. Et là, c'est pas bon du tout. La troisième cause, c'est l'absence de bonnes relations humaines. OK? Il y a des superviseurs qui se démarquent complètement de leurs subalternes. Donc, ça crée beaucoup de problèmes parce que vous travaillez avec des gens, vous ne pouvez pas justement vous démarquer complètement de ces gens-là. OK? Et quatrièmement, c'est le favoritisme. Le favoritisme, c'est quelqu'un qui fait la distribution des avantages dans l'organisation. Le gestionnaire fait ça, mais de façon injuste. Le contraire d'équité, chers amis, et je dis bien, le contraire, c'est iniquité. Et la première fois que j'ai relaté ce concept dans une salle de classe, il y a des gens qui disent non, monsieur, pas iniquité, c'est pas iniquité, c'est inéquité. Non. Le contraire d'équité, c'est iniquité. Ça veut dire injuste. On fait la distribution. Par exemple, vous donnez à une personne et vous ne donnez pas à l'autre. Vous donnez rien à l'autre. Ce qu'un employé attend de son supérieur, c'est son équité. Je veux qu'on me donne, qu'on donne aussi à l'autre. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment lorsqu'on ne partage pas, les avantages de la bonne façon. Et cinquième cause, c'est inflexibilité. Un gestionnaire qui est trop rigide. Il faut que le gestionnaire soit souple et rigide. Attention. Il y a souplesse et rigueur. Des fois, on est souple, des fois, on est rigide, mais on ne peut pas être trop. Là, c'est pas bon. Et puis, sixième cause d'échec dans la fonction du gestionnaire, c'est l'immaturité, instabilité émotionnelle. Par exemple, lorsqu'on est en face, le gestionnaire est en face des situations d'urgence, des situations difficiles, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il perd le contrôle carrément? Il ne peut pas contrôler ses émotions. Il est en face, par exemple, lorsqu'il est en face des subordonnés qui sont récalcitrants. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va être capable de bien contrôler ses émotions? Donc là, c'est vraiment quelque chose à vraiment regarder. Et septième cause, c'est l'incapacité de planifier, d'organiser, de doter, de diriger, de contrôler. En d'autres termes, on peut remplacer ces verbes par l'incapacité à faire du management. OK? Et capacité à planifier. La planification, c'est anticiper le futur, organiser, c'est mettre les choses en ordre. Diriger, c'est
aider les gens à atteindre leur potentialité, c'est pas commander. Hein. Commander, c'est faire en donnant des ordres. Mais diriger, c'est aider, accompagner, c'est même activer. Hein. Et puis contrôler, c'est vérifier la conformité, vérifier pour voir si les objectifs ont été atteints. OK? Huitième cause, c'est un gestionnaire qui a une vision restreinte. Ça veut dire qu'il regarde seulement un côté. Hein? Et les Québécois vous diront quelque chose, les Rougards vont vous dire quelqu'un qui a une tête. C'est pas une injure, non? Une tête de cochon. Vous voyez que le cochon regarde seulement l'avant, ou le cochon regarde, et quand le cochon regarde d'un côté, il ne regarde pas les autres côtés. Donc, c'est ça. D'accord? OK. Et tout de suite après, on regarde les règles d'or du management d'équipe. Hein? Parce que je vous dis, ce n'est pas le management seulement. Vous êtes déjà des professionnels. Je ne sais pas seulement vous parler du management, c'est le management d'équipe. OK? Les règles d'or, ils sont au nombre de 8. Hein? On doit définir un objectif clair. L'objectif, c'est le but à atteindre. La vision claire, une vision précise du travail à fournir. Deuxièmement, il faut évoluer dans une structure axée sur le résultat ou bien sur des résultats. Par exemple, je dois, hein, on a une structure, mais vous devez voir ce que vous voulez atteindre en termes de résultats. On doit de mesurer les résultats pour pouvoir améliorer l'efficacité des collaborateurs. Hein? Et troisièmement, il faut s'entourer de membres compétents. Nous allons faire ça dans le cours lorsque nous allons parler du recrutement, etc. Comment s'entourer de membres compétents, comment on apporte, comment on essaye d'apporter une plus-value à l'équipe. Hein? Et quatrièmement, travailler avec des collaborateurs qui sont engagés. Des gens, ce n'est pas des collaborateurs qui sont impliqués. Hein? Il y a une différence entre implication et engagement. OK? Et là, il faut fournir des gens qui sont là, qui veulent fournir un travail de qualité. Cinquièmement, il faut définir des standards élevés compris de tous. Hein, il faut viser haut pour réussir, pour bien réussir. Okay? Il ne doit pas y avoir de demi-mesure dans le travail d'équipe. Hein, sixièmement, il faut obtenir un support et des encouragements externes. C'est important de nous engager, c'est important. Hein, et lorsqu'il y a les membres de l'externe qui nous donnent leur support, c'est important, c'est une équipe qui se sent soutenue et valorisée ne pourra qu'être encore plus engagée et déterminée à atteindre ses objectifs. Et septièmement, il faut créer un climat de collaboration, travailler dans une ambiance saine et stimulante. Et huitièmement, il faut travailler sur un outil commun. Ça veut dire travailler dans une ambiance saine, stimulante. Ça permet aux collaborateurs de faire des échanges, de connaître l'évolution du travail, etc. Et là, les gens vont être vraiment motivés. OK? Vraiment. Maintenant, nous allons voir des leviers qui vont nous permettre d'améliorer le bien-être et l'efficacité au travail. Ils sont au nombre de 8 également. Mais quand on dit 8, au moins 8, mais ça pourrait être 9, 10, etc. Est-ce que vous comprenez? Ce sont le point de vue de certains auteurs, mais ça dépend, OK? Donc, ils sont au nombre de 8 également. Lorsqu'on parle 8 leviers pour améliorer le bien-être, d'abord, il faut témoigner de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est un puissant
leviers. Deuxièmement, il faut soutenir nos collaborateurs, le pouvoir du soutien social, c'est important. Troisièmement, développer une culture de respect, définir le respect au travail. Et quatrièmement, concilier travail et vie personnelle. Si vous avez un employé qui a un enfant, on ne peut pas le faire à chaque jour, mais il faut vraiment être capable de concilier le travail et la vie personnelle. Par exemple, il faut quelqu'un qui réussit à 100%, c'est quelqu'un qui est réussi au niveau spirituel, au niveau familial et au niveau professionnel, hein, et au niveau personnel. OK? Et cinquièmement, contrôler la charge de travail, c'est important. Il ne doit pas y avoir de surcharge de travail et il faut vraiment contrôler la charge du travail. Et sixièmement, encourager. Hein, il faut être capable d'encourager et soutenir l'autonomie. La participation des gens est importante. Il faut encourager, il faut soutenir l'autonomie. Ça veut dire la personne peut, lorsqu'il est autonome, c'est mieux pour l'entreprise et mieux pour l'organisation. Septièmement, il faut clarifier les rôles de chacun parce que pour ne pas créer de frustration, les gens si quelqu'un ne sait pas ce qu'il doit faire, il va se mêler des affaires des autres. Ça peut créer beaucoup de frustration. Et huitièmement, il faut joindre les gestes à la parole. Quand tu dis quelque chose en tant que gestionnaire, tu dois respecter ce que tu as dit. Hein, et tu dois garder, hein, garder tu dois vraiment, si tu dis quelque chose, tu dis que tu vas faire quelque chose, tu dois vraiment le faire. Ah, d'accord? Donc, merci beaucoup. C'est vraiment une introduction. Et ce que j'ai fait pour introduire cette introduction, dans un certain sens, on a vu quelques leviers, on a vu la définition, et tout ça pour vous mettre dans le bain. Et j'attends un résumé de ce premier cours de management d'équipe. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.